Mesdames et messieurs, bonjour. Et nous sommes donc sur le studio de la télévision centrafricaine pour cet petit entretien radio-télévisé avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de l'honneur que vous nous faites. Vous êtes à la fin de votre course, vous n'avez que quelques minutes. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous, merci. Un grand plaisir. Alors, première question d'emblée. Je ne suis pas seul, je suis avec le... Je suis Georges Vernick Bizingo, directeur de l'information Radio Centrafrique. Enchanté. Nous serons deux pour essayer de prendre encore le maximum d'informations venant de vous. Vous êtes à quoi? À 1 heure de votre départ. Quelles sont vos impressions? Après 3 jours, vous avez foulé le sol centrafricain et vous attendiez ce voyage, vous attendiez cette visite, vous attendiez de votre cœur d'être là. Qu'est-ce que vous a le plus marqué? Dites-nous. Alors, c'est vrai que j'attendais ce moment et je remercie le président de la République de m'avoir invité officiellement. Nous en avions parlé à maintes reprises, chaque fois que nous nous sommes vus. Et la dernière fois, c'était à la conférence Afrique-France à Bamako. Et puis, il y a que dès mon arrivée à la tête de la francophonie, en 2015, en janvier 2015, j'ai porté une attention très particulière à la situation ici en République centrafricaine. Et nous avons eu à déployer au moins une quarantaine de missions. J'y ai envoyé mon envoyé spécial, le ministre belge Louis Michel, accompagné aussi des équipes de la francophonie, parce que nous n'avons eu de cesse de suivre au plus près tout le processus de la transition, de l'accompagner. Combien de fois j'ai échangé aussi avec la présidente de la transition, Madame Samba Panza. Mais l'idée pour nous, sans tambour ni trompette, c'était d'être là pour renforcer les institutions naissantes, pour vous accompagner dans cette chose incroyable que vous avez eu à porter. C'est-à-dire, à peine sorti d'une crise qui a été extrêmement douloureuse et difficile, vous voilà lancé sur un projet de charte constitutionnelle, un référendum, commencer à réfléchir aussi à la réconciliation, au processus pour le faire, les élections, donc la présidentielle et législative, et puis penser également une cour pénale spéciale pour lutter contre l'impunité. Et sur toutes ces étapes, nous avons été là. Nous avons été là, y compris alors que la République centrafricaine, après le coup d'État, n'est-ce pas, de 2013, avait été suspendue des instances de la francophonie. Mais pour nous, suspension ne veut pas dire, rupture, pas du tout. Nous étions là toujours pour vous accompagner. Et il me tardait de venir parce que je me disais que une fois l'état de droit rétabli, disons que est-ce qu'on dit le tiers ou la moitié du chemin parcouru, il reste encore à penser et à la relève, c'est-à-dire au redressement, comme vous le dites dans votre plan national, au redressement et à la consolidation de la paix. Et ça veut dire aussi venir vers vous pour penser redressement économique, que ce pays se retrouve vraiment sur toutes les conditions réunies pour la stabilité, même si les défis restent considérables. Et entre autres, le défi sécuritaire reste entier. Voilà. Au cours de votre rencontre hier avec les députés, vous avez promis, n'est-ce pas, un plan de coopération plus robuste. Bien sûr. Que voulez-vous dire par Alors, c'est-à-dire que je suis là aussi pour cela. C'est-à-dire que vous m'avez vu, par exemple, avoir cette séance de travail très intense avec les ministres. Et je remercie le Premier ministre qui a su rassembler tous les ministres concernés par la coopération entre la République centrafricaine et l'OIF. Et vraiment sujet par sujet, sans rien laisser au hasard, que ce soit la question des ressources minières et aussi ce qu'il faut pour apporter un peu plus d'attractivité au code minier. Nous avons ces expertises à disposition, que ce soit sur la question énergétique, c'est aussi les capacités énergétiques qui sont si essentielles pour ce pays et son redressement. Là aussi, nous travaillons beaucoup sur ces questions avec notre Institut de la francophonie pour le développement durable et aussi la question de la
formation professionnelle et technique des jeunes, l'éducation, l'enseignement supérieur, la question des femmes, la question de l'emploi, de l'entrepreneuriat, toutes les questions relatives à la sécurité également, parce que l'OIF travaille en étroite collaboration avec les Nations Unies sur les opérations de maintien de la paix, et en même temps, partout en ce moment, on est à réfléchir aussi à comment revoir le mandat de ces opérations de maintien de la paix pour qu'elles ne soient pas uniquement dans l'interposition, mais que ce soit aussi, je dirais, des missions plus efficaces pour protéger la population et défendre un territoire. La question, bien sûr, des forces armées centrafricaines, et combien d'autres sujets encore, hein, qui sont de première importance pour nous. Et tout le plaidoyer également, tout le plaidoyer apporté pour le développement humain et économique durable, responsable, une croissance partagée en République centrafricaine, arriver avec une stratégie économique et numérique, parler des dispositions que nous prenons déjà dans 12 pays africains, et la République centrafricaine, à partir de ma visite, fait partie aussi des pays ciblés pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, la création d'emplois dans des filières qu'on peut identifier ensemble. Et c'était pour moi une façon aussi, dès cette séance de travail très importante, ensuite de faire le déplacement vers Bambari. Et là, de toucher le cœur même des enjeux et des défis. Ce qui m'emmène donc à vous poser cette question de toutes vos rencontres avec les différentes autorités centrafricaines, de vos visites et notamment Bambari dont vous parlez. Quelles sont pour vous les avancées que vous avez pu percevoir, les avancées concrètes, et quelles sont les préoccupations qui restent pour vous? Alors, vous dire d'abord que ça a été extrêmement émouvant. D'une part, d'arriver dans cette ville dont on peut deviner qu'elle a été une ville très dynamique. Une ville avec une industrie du coton où non seulement on cultivait et on produisait ce fil de coton, mais où on produisait aussi de l'huile de coton. Une ville aussi qui a là plusieurs lieux de formation. Une ville où il y avait aussi une activité de pisciculture. On voyait la rue du commerce et tout. Donc, et de retrouver cette ville avec tous les stigmates de cette violence qui a été exercée sur elle par des milices dans leur fureur dévastatrice, quoi, et de destruction et de violence. C'est saisissant, quoi. Et d'aller à la rencontre également des populations déplacées dans deux camps, et de sentir chez toutes et tous, des plus petits jusqu'aux aînés, ce désir d'être aimé, mais vraiment d'avoir une attention. Chaque regard que vous adressez aux gens vous est rendu, mais ils vous embrassent entièrement. Chaque sourire, et c'était pas du tout convenu, c'était quelque chose de réel, de profond. Donc, je touchais à une dimension humaine extrêmement saisissante, et je me dis que c'est avec cette dimension et cette volonté de retrouver la paix, d'y contribuer aussi. Hein. Ça, j'ai senti ça. Cette conviction que tout est possible, que le changement est possible, tout reste possible. C'est difficile, les gens ont envie de rentrer chez eux, les citoyens aussi de Bambari ont envie de retrouver une vie normale, de voir tout ce qui faisait leur fierté, retrouver aussi, je veux dire, dignité. Et, écoutez, on a détruit jusqu'à des lycées. C'est incroyable de voir des rafales de balles, même sur les façades de l'hôpital. Non, mais c'est inouï. Donc, je me suis dit que c'est sur cette texture humaine, et avec cette texture humaine qui reste intacte, que l'on peut reconstruire. Et ça m'a rempli de confiance et d'espoir. Et j'ai écouté avec la plus grande attention. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui m'a saisi, ce sont les femmes qui m'ont dit... Nous avons absolument besoin d'électricité à Bambari. Parce que dans le noir, après tout le traumatisme que nous avons vécu, dès qu'arrive l'obscurité, la peur revient et nous continuons à être en danger. Donc, et les femmes savent, hein, les femmes vivent dans leur chair aussi malheureusement les assauts.
Et je sais que dans le plaidoyer que je vais continuer de mener, voilà, en faveur de la République centrafricaine et de sa relève, j'aurai toujours en tête ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu au plus près. Et je remercie le président de la République de m'avoir accompagné aussi dans ces rencontres. Et je sais que, par exemple, je sais à quelle porte frapper pour que l'on puisse faire en sorte qu'effectivement, qu'il y ait de l'électricité à Bambari. Il y a une ressource là qui est tout à fait disponible, le soleil. Donc il faut, et je sais où sont les partenaires pour qu'on puisse, et je l'espère au plus vite, apporter un dispositif par le solaire aussi qui permette d'amener l'électricité dans la ville. Et ça lui redonnera aussi une capacité énergétique intéressante pour reprendre des activités. Vous voyez, donc, la francophonie, c'est tout ça. La francophonie, c'est un espace où des partenariats sont possibles, des maillages. C'est un espace aussi de solutions. J'aime beaucoup parler d'une francophonie de solutions. On énonce un problème et on sait aussi où aller, où sont... Voilà, exactement, pour qu'on continue sur cette coopération intense et dynamique. Oui. Madame, vous dites que vous savez à quelle porte frapper pour la République centrafricaine. Oui. Lorsqu'on sait que aussi longtemps, on continue de faire comprendre aux gens que la crise centrafricaine, elle est purement fratricide, alors qu'il est incontestablement établi que la République centrafricaine fait l'objet, est victime d'une agression étrangère. J'entends par là le mouvement d'Arras, mouvement de Noureddin, mais que dit la francophonie par rapport Oh mon Dieu, elle dit beaucoup. Elle dit beaucoup. D'une part, nous témoignons au Conseil de sécurité même. Fin novembre, je suis allée en personne, à l'invitation du Conseil de sécurité, témoigner de la situation, en tout cas des menaces asymétriques et du terrorisme et de ces violences qui accablent nombre de nos pays, et la République centrafricaine en est un. Et il est vrai que ce qui est absolument dévastateur, ce sont ces milices qui sont en sol centrafricain et qui incluent aussi des individus venant de l'extérieur et qui sont là à des fins prédatrices. Ce sont des organisations criminelles de prédation qui viennent pour piller les ressources, les riches ressources naturelles du sol centrafricain, qui viennent pour, en totale prédation, lever des taxes illégales auprès des citoyens en les terrorisant, et de savoir que 60% du territoire centrafricain est encore sous cette menace. Donc il est important, je dirais, d'en témoigner et de dire en même temps que la République centrafricaine, le peuple centrafricain, sait ce qu'il veut, désire cette paix, engage énormément de ses efforts, et on l'a vu dans la transition, pour que ce problème d'insécurité soit réglé. Et nous savons qu'aucun pays dans des situations pareilles ne peut s'en sortir seul. Et l'idée est aussi de mobiliser la solidarité et que vous ayez du renfort, y compris pour vous doter des capacités de défendre en toute souveraineté vous-même votre territoire et protéger la population. Cela est important. Du renfort pour la gendarmerie, les forces de police, les forces armées, pour plus de capacités, faire de ces forces armées, les FACA par exemple, une armée professionnelle, une armée de métier, une armée de génie aussi, qui soit une armée pour la reconstruction, une reconstruction qui doit se passer, oui, par la défense du territoire, mais aussi par également le développement. Le développement. On veut voir des soldats non seulement avec l'arme au poing, mais par moments posant l'arme et prenant la pioche et la pelle pour être là, pour aider à construire aussi des infrastructures si nécessaires à ce pays, à la relève de ce pays. Donc on peut rêver de cela, et la République centrafricaine ne sera pas seule pour arriver à cet objectif et pour que ce soit fait aussi, je dirais,
dans le respect de l'état de droit, dans le respect des droits et des libertés, et puis avec un souci de qualité, n'est-ce pas? Et dans la confiance. La confiance est nécessaire. Alors, pour finir, donc, vous avez un vol dans très peu de minutes. Quels sont les axes, hein? Là, vous êtes arrivé, vous renforcez la coopération, Centrafrique, OIF. Voilà. Quels sont les axes, les futurs axes sur lesquels vous allez mettre un accent, que vous allez développer ou alors que vous allez... Alors, on va continuer le renforcement des capacités des institutions. Oui. Donc, continuer à appuyer les institutions qui sont encore à créer et celles qui ont créé, appuyer aussi leur phase opérationnelle. Cela est important. Nous avons aussi décidé de relancer tout ce qui avait été freiné au moment de la crise, de relancer par exemple les centres de lecture et d'animation culturelle. Nous avons inauguré avec la ministre responsable des arts, de la culture et de la francophonie, nous avons inauguré le premier centre ici à Bangui. Et je sais que Bambari attend le sien et les autres villes. Et voilà. Donc, et l'idée, c'est de faire de ces espaces pour la jeunesse des espaces aussi qui peuvent servir pour les rencontres, les réflexions si nécessaire sur la réconciliation, sur la cohésion sociale, sur le vivre ensemble, pour la formation des jeunes aussi. Je crois que il y a un impératif ici, c'est vraiment de travailler sur la formation professionnelle et technique des jeunes, développer des compétences, parce qu'un pays en reconstruction a besoin aussi d'une main-d'œuvre compétente. Et puis il y a ce germe de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui est là chez les jeunes. S'assurer que les femmes entrepreneurs aussi soient pleinement reconnues dans leur apport, qu'on puisse faire en sorte que des fonds et des investissements... Et là, vous savez où taper. Oui, voilà, exactement. Leur soient garantis également pour pérenniser leurs initiatives économiques. Donc, il y a de ça. Et en même temps, oui, dans la lutte contre l'impunité, bien appuyer également la Cour pénale spéciale, parce que je peux en témoigner, je suis passée par là. J'ai eu, avec ma famille, comme des milliers d'autres familles, à fuir un régime d'une extrême brutalité, un régime dictatorial qui a fait, mon Dieu, des milliers de morts, même des centaines de milliers de morts dans mon pays natal en Haïti. Et je sais à quel point pour les victimes qui ont vécu ça, il est important aussi de se sentir reconnu. Et que la vérité puisse aussi paver la voie de la réconciliation. Ce n'est que justice. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour vous être prêté aux questions de la radio Centrafrique et de la télévision Centrafrique. C'était Georges Vernick-Bizingo, directeur de l'information à Radio Centrafrique. Et moi-même, Lydie Zingou, directrice générale de la télévision Centrafrique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça a été très agréable de répondre à vos questions. Et merci infiniment. Et à travers vous, je salue vraiment les Centrafricaines, les Centrafricains pour la chaleur de l'accueil. Et j'ai envie de vous dire que je vous aime, voilà. Nous vous aimons. Merci. Beaucoup.